Protégez-vous! Et voilà. Il est passé tout près, celui-là. C'est vous, restez pas dans le passage. Protégez-vous! J'étais tombé encore plus bas, dans les ténèbres. Sergent Bouffe, vous êtes notre nouvel observateur d'artillerie? Oui. Première fois sur le front? Vous avez de la chance, on a réussi à coincer les Russes. Brancardier! Brancardier! Il y en a un encore en vie. Grièvement blessé. Tant pis pour lui. Mais vous n'en voyez pas les brancardiers? Il va crever comme un chien. Vous délirez, Sergent Bouffe, on est sur le front de l'Est. Vous allez voir comment ça se passe ici. Bienvenue en Russie. Seigneur, aie pitié de nous. Je m'appelle Olga. À l'époque, j'avais 17 ans et la vie devant moi. Une vie pleine de promesses. La musique était mon univers. Aller à la Philharmonie avec mes amis, Zoya et Brianna, était le comble du bonheur. On dirait que quelqu'un a des vues sur toi. Non, il est poli, c'est tout. Tu es toute rouge. Non, qu'est-ce que tu dis? Tu nous le présentes quand? Jamais. Moi, je le trouve un peu trop petit. Allons-y. Les derniers jours d'insouciance. La mort était déjà toute proche, mais nous l'ignorions. C'était un véritable crime. Une guerre d'anéantissement avec la faim comme arme. Des hommes, des femmes et des enfants encerclés. Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps! Ils nous mitraillent comme des fous! Il disait que je devais envoyer un message fort. Moi, Karl Eliasberg. L'art triomphera de la barbarie. Jouer la nouvelle symphonie de Dimitri Shostakovich au cœur du brasier. Ça y est, ils arrivent! Les voilà, les voilà! Camarades! C'est un miracle. Félicitations. Merci. Voilà, c'est la partition complète. Il n'appartient plus qu'à vous, camarade Eliasberg, d'accomplir un deuxième miracle. Pour notre patrie. Une mission qui pouvait me valoir une balle dans la nuque si jamais j'échouais. « 1941, 6 semaines après avoir lancé son offensive sur l'Union soviétique, l'armée allemande est aux portes de Leningrad. Approvisionnement en vêtements et en nourriture. Armes et munitions encore en quantité insuffisante. Caporal Bouffe, à vos ordres, mon capitaine. Repos. Caporal Bouffe, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Au nom de notre Führer, je vous nomme à compter de ce jour sergent. Félicitations, Bouffe. Merci, mon capitaine. Je compte sur vous pour faire honneur à votre grade. Vous êtes chef du groupe d'observation de notre batterie. Oui, mon capitaine. Ici, sur le front de l'Est, il souffle un autre vent qu'en Belgique, sergent Bouffe. Pas de fin de service à heure fixe, avec bière et praline. Sur le front de l'Est, on tire à balles réelles. On se bat corps et âme. Contre les Popov, contre le bolchevisme. C'est sans pitié. Pas de pitié, mon capitaine. Bien. Rompez maintenant. Rompez. En septembre 1941, la Wehrmacht commence à pilonner Leningrad. 50 mètres sur la droite! 50 mètres à droite. Je ne m'attendais pas à être promu. Oui, c'est ça.
Cela fait maintenant 5 jours que nous sommes en position. Et nous avons déjà tiré des centaines d'obus. Le calcul des coordonnées des cibles est une lourde tâche. Et je sais qu'à bien des égards, je ne suis pas encore au point. Mais je ferai mes preuves. Citoyens de Leningrad, camarades, faites des provisions. Préparez-vous à défendre votre ville. Le 8 septembre 1941, ma jeunesse a pris fin de manière totalement soudaine et inattendue. L'ennemi se trouvait aux portes de ma ville bien-aimée, de cette ville exceptionnelle. L'inconcevable est devenu réalité. Ma mère, mon grand-père, mon père et moi venions de passer à table. Allons, mange. Merci. Aujourd'hui, les fascistes ont pris Schlüsselburg. Tous les hommes âgés de 18 à 50 ans doivent se présenter au bureau du recrutement de la milice. C'était les toutes dernières nouvelles du front. Qu'est-ce que cela signifiait? Tiens, grand-père, c'est pour toi. Schlüsselburg est tombé. Schlüsselburg. Ivan, cette fois les fascistes nous ont complètement encerclés. Mais ils n'entreront jamais dans Leningrad. Oui, espérons. En attendant, ces sauvages démolissent tout. La ville a mis en place 1 million de soldats de l'armée rouge. Et en plus, la milice s'est mobilisée. Grand-père était mon héros. Et il savait communiquer son optimisme. À l'usine Kirov, le bruit court que les Allemands tuent partout les Juifs. Et les cadres du parti aussi. Ici l'état-major de la défense anti-aérienne. Ici l'état-major de la défense Olga, anti-aérienne. n'aie pas peur, tu ne risques rien. Staline ne laissera pas Leningrad tomber aux mains de l'ennemi. Jamais. Je souhaitais vraiment qu'il ait raison. Mon grand-père avait été officier, un lieutenant-colonel de l'armée du Tsar. Et il disait toujours, jamais les Allemands n'entreront dans la ville. Jamais. Le 8 septembre 1941, c'est le premier des 870 jours d'effroi, de détresse et de mort pour les habitants de Leningrad. Nous traversions le pont en courant. Un homme de petite taille portant une veste en cuir nous avait dépassés et il répétait à ma mère « Cours plus vite avec tes petites ». Elle nous tenait par la main pour qu'on ne se perde pas. Une image ne m'a jamais quittée. Je vous en parle et je la revois. Une belle jeune fille aux longs cheveux blonds était allongée sur le sol, la tête arrachée. Désormais, il en alla ainsi chaque jour et chaque nuit. La mort frappait avec une rigueur toute allemande. Говорит Ленинград. Говорит город Ленина. 24 heures sur 24, la radio émettait les battements d'un métronome. Un mouvement accéléré signifiait « Danger, les bombes arrivent ». La radio, c'était la vie. Parce que ceux qui captaient quelque chose, presque tout le monde avait une antenne, n'éteignaient jamais leur poste. Et puis, quand les bombardements cessaient et qu'on entendait de la musique, on savait qu'on pouvait sortir. Au moins, il me restait ça. L'orchestre de la radio dirigé par Karl Eliasberg m'apportait un peu de réconfort et de distraction. J'ai toujours aimé la musique. Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent ni Glinka, ni Tchaïkovski, alors qu'avant, on les passait tout le temps à la radio. On entendait tout le temps ces airs romantiques. À l'orchestre de la radio, nous tenions la place, pour ainsi dire. La philharmonie était fermée, mais nous continuions à donner un peu de réconfort et de rêve à nos concitoyens. Telle était notre mission dans le combat contre l'envahisseur. Désormais, chaque homme, chaque femme devait être un soldat dans la guerre patriotique. C'était un ordre de Staline. Même le compositeur Dimitri Shostakovich, l'enfant le plus célèbre de la ville, devait apporter sa contribution.
Je ne me doutais pas encore de ce que ça allait impliquer pour moi. Моя 7-я симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части 7-й симфонии. Shostakovich était une personnalité très séduisante. Il avait été un enfant prodige, était mondialement connu et avait l'air plus jeune qu'il ne l'était en réalité. Une mèche lui tombait sur le visage et il portait de grosses lunettes rondes à la Harry Potter. Il était tombé en disgrâce auprès du régime dès 1936. Il vivait constamment dans la peur d'être arrêté, comme cela arrivait à beaucoup de ses amis et collègues. La symphonie était encore loin d'être achevée, mais la direction du parti entendait qu'elle soit livrée rapidement. Dmitri Shostakovich subissait une pression énorme. C'est une alerte aérienne. Vite, dépêche-toi! C'est alors que Moscou transmet un ordre à la direction du parti à Leningrad. La centrale du parti. Allô? Camarade Shostakovich, vous avez ordre de vous préparer à évacuer. N'emportez que le strict nécessaire. Je ne vais pas laisser ma mère et ma sœur... On a 1 heure. 1 heure? Notre chauffeur est arrivé pour nous emmener à l'aérodrome. J'étais encore tout petit, mais je me souviens que j'ai dit « Papa, on va monter dans un avion, et si tout à coup les Allemands tirent et que l'avion s'écrase ?» C'était la première fois que je prononçais le son R. C'est ce que me racontaient mes parents. Dépêchez-vous. Fermez la porte. Viens, Maxime. Tu vas t'asseoir là. Vite, vite. Autorisation de décoller. Bonne chance. Pendant le vol, je me souviens qu'on voyait des nuages blancs en dessous de nous. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» On m'a répondu qu'on nous tirait dessus pour nous abattre. On voyait des éclairs. Vire à gauche. Prends de l'altitude. Monte dans les nuages. Vite! Et oui, c'était comme ça. Les personnalités importantes ont été évacuées. Pas moi. Je n'étais que Karl Eliasberg, le chef de l'orchestre de la radio. Mais la nouvelle symphonie n'allait pas tarder à devenir un enjeu vital pour mes musiciens et moi. Début octobre 1941, le sergent Wolfgang Buff note dans son journal. Je partage une couche de paille avec 6 camarades. Toute la journée, les canons grondent à Leningrad. La situation à l'intérieur de la ville est plus que désespérée. Les Russes ont voulu évacuer les civils, mais nous les avons refoulés. Mon frère écrivait ses notes du front et il nous les envoyait par avion. Tous les soirs, après le dîner, nous lisions ses lettres. Comme ça, il était un peu avec nous. Appel du Führer aux soldats. La dernière grande bataille qui doit marquer un tournant à l'Est avant le début de l'hiver a commencé. Il faut contraindre la ville à se rendre par la faim et le manque de munitions, pas par un assaut qui causerait de lourdes pertes. Leningrad ist umklammert. Niemand wird sie mehr befreien und der andere wird verhungern in Leningrad.
Les soldats de la Wehrmacht ont l'ordre d'encercler, de pilonner, de laminer la ville et ses habitants par la faim, les bombes et les obus. Puis, au printemps 42, d'envahir les lieux et de tout raser. Un crime sans précédent. Au 19e et 20e siècle, il n'y avait plus de siège dont l'objectif déclaré était d'anéantir la ville et de faire prisonnier les habitants, de les expulser et de les exterminer. C'est ce qui fait la particularité de Leningrad. La ville est encerclée au sud, à l'ouest et à l'est par la Wehrmacht. L'accès au nord est bloqué par les Finlandais, alliés de l'Allemagne. Leningrad mobilise toutes ses forces. Les ouvriers qui ne sont pas indispensables dans les usines et qui savent manier une arme sont enrôlés dans la milice et envoyés à la périphérie de la ville. On pouvait s'approcher du front en tramway si on le voulait. Cette proximité avec la ville éveillait en nous un sentiment très intéressant et étonnant, à savoir, si cette ville n'avait pas été la nôtre, et si elle n'avait pas été Leningrad, qui sait si nous l'aurions défendu jusqu'au bout. Mais nous comprenions que si les Allemands y pénétraient, ce ne serait plus la même ville. Nous comprenions que nous étions coupés du reste du monde. Et on nous expliquait que c'était un blocus, que nous devions le supporter avec nos propres moyens. Nous ne pouvions compter sur aucune aide. Говорит Ленинград. Говорит город Ленина. Me voilà à nouveau pris au piège. Je m'appelle Fritz Fuchs. Avec ma femme Anna, j'avais fui Vienne à cause des fascistes et m'étais réfugié ici, à Leningrad. À présent, j'étais la voix allemande à la radio. Je ne l'avais pas choisi. Ordre du parti. Il y a eu quelques petites modifications, c'est bon. Avant de prendre l'antenne, je devais faire valider chacun de mes textes par la direction du parti et les services secrets. Le moindre soupçon, la moindre inattention pouvait suffire à être taxé d'agent de l'ennemi et à disparaître en prison. Ce n'était pas cela qui allait me détendre. Camarade Fuchs, tu as la confiance du parti, on dirait. Mais tu n'as pas la mienne. Mais enfin, camarade, pourquoi? Je suis communiste et un fidèle partisan du parti depuis ma jeunesse. Et ton ennemi est aussi le mien? Peut-être. Ou peut-être pas. Tu es peut-être un agent particulièrement habile à la solde des fascistes. J'écouterai avec beaucoup d'attention tes paroles et j'observerai le moindre de tes gestes. On n'est jamais sûr de rien. Alors, aucune initiative personnelle, camarade Fuchs. Je remplirai chacune de mes missions, comme le parti me le demande. La confiance, c'est bien, mais le contrôle, c'est mieux. C'est ce que Lénine disait. J'ai compris, camarade. Leningrad nous avait accueillis à bras ouverts lorsque nous avions dû quitter Vienne. Beaucoup d'émigrés allemands et autrichiens vivaient ici. Mais depuis l'invasion de l'Union soviétique par la Grande Allemagne, nous étions soudain devenus suspects. Nous sommes sortis dans la rue et les haut-parleurs ont annoncé que Hitler voulait prendre Leningrad. Pour mes parents, c'était assez dur.
parce qu'il savait qu'Hitler était autrichien. Et voilà ce que faisait un Autrichien. D'anciens amis et camarades avaient disparu du jour au lendemain. La peur et la méfiance régnaient parmi nous, les émigrés. Et pour couronner le tout, j'avais reçu l'ordre d'animer des émissions de propagande destinées à l'envahisseur. Votre attention, s'il vous plaît. En direct de Leningrad, nous commençons par nous adresser à tous les soldats de la Wehrmacht. Soldats de la Wehrmacht, jamais vous ne prendrez Leningrad. Que vos généraux sachent bien que la Russie n'est pas la France. Et que Leningrad n'est pas Paris. Il n'est pas trop tard. Déposez les armes. Vous avez encore une chance de survivre. Sinon, vous pouvez en être sûr, nous vous écraserons. Sur mon œil. Merci, camarade. Mon métier, c'était prothésiste dentaire. Je ne connaissais rien à la radio ou à la propagande. Alors? Mais oui, Fritz, tu t'en es bien tiré. Tu crois vraiment? Oui, tu m'avais caché que t'étais aussi doué. J'espère que ça servira à quelque chose. Que pensait cet homme? Avais-je déjà commis une erreur sans le savoir? Dans ce cas, il nous ferait enlever durant la nuit. En fait, j'étais menacé dans Leningrad par mes propres camarades et par mes compatriotes aux portes de la ville. En 1941, l'hiver commence en Russie dès octobre, soit bien plus tôt que d'habitude. La Wehrmacht n'y est pas préparée. Attention, par ici. Allez, vite, vite. Dépêchez-vous, vite. Latz, Heizelt, préparez la mitrailleuse. Apportez la mitrailleuse, vite. Dépêchez-vous, allez la mettre là-bas. Vite. Sécurisez la rue principale. Regroupez les civils. Dépêchez-vous, plus vite que ça. Ici, allez, allez. Sortez tous les civils des maisons. Dépêchez-vous. Vite, vite. Ils approchent. Je les ai vus, ils sont bientôt là. Vite. Ça y est, les voilà. L'armée rouge tente sans cesse de briser le siège allemand. Maintenant. Avec son groupe d'observation, le sergent Bouffe détermine les coordonnées des cibles des 4 pièces d'artillerie de sa batterie. Bien reçu, merci. Je transmets. Nous faisons feu de partout. Le grondement incessant du front. Le rapport, sergent Bouffe. Merci. Le ciel nocturne est constamment empourpré par l'embrasement d'une très grande ville. On vit la guerre dans toute sa grandeur et son horreur. L'œuvre de destruction qui s'accomplit ici est effroyable. La température tourne autour de 0 degré. Bon sang, ce qui fait froid. Chut, tais-toi. Sur le front, il n'y a jamais de répit, pas même la nuit. À cela s'ajoute le froid qui engourdit les membres et l'esprit. Ces gants-là ne protègent pas du froid. On peut pas tirer quand on a les doigts gelés. Pas si fort. C'est vrai, non? Ça devait se terminer avant l'hiver. Et résultat, on est encore là. Tais-toi. Les Russes vont nous tomber dessus, je le sens. Стоять! Les Russes! Dès que nous faisions un prisonnier, nous devions le remettre à l'état-major de la division
ou même à celui de l'armée, car c'est là qu'on l'interrogeait, de sorte qu'on avait peu de contact avec les prisonniers. Les Allemands n'étaient pas très malins. Ils nous aidaient à accumuler de la haine contre eux. Comment? Par les incendies. Ils brûlaient les villages, ils bombardaient la ville. C'est ainsi que, peu à peu, notre volonté de résister a grandi, jusqu'à devenir ensuite une véritable colère. L'arrivée de prisonniers de guerre allemands me donna une idée. Pourquoi ne pas faire appel à eux pour mon émission? Asseyez-vous sur le lit. Redressez-vous. Mettez-vous bien en face. Bien. Maintenant, lisez ça, caporal. Et parlez bien dans le micro. Je m'appelle Otto Paul Latz. 4e compagnie, 1er bataillon, engagé dans le régiment d'infanterie 209. Je m'appelle Josef Wilfried Eiselt. 4e compagnie, 1er bataillon, régiment d'infanterie 209. C'est un message qui est destiné à mes parents et à ma femme qui sont à Itzehoe. Je suis prisonnier chez les soviétiques. Mais surtout, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout s'est très bien passé. Je n'ai pas subi de sévices et je mange correctement, je suis bien traité. Essayez d'être plus naturel avec un sourire dans la voix. Reprenez ce passage. Je n'ai pas subi de sévices et je mange correctement. Je suis bien traité, n'ayez pas d'inquiétude. On ne raconte que des mensonges sur les conditions de captivité. Pour moi, la guerre est finie, camarade. Je suis en sécurité et je sais que je rentrerai chez moi avant la fin de la guerre. Parfait. C'est fini? La réalité est tout autre. Les chances de survie en captivité sont faibles en Russie, surtout durant la première phase de la guerre. Otto Paul Latz et Josef Wilfried Eiselt ne survivent que quelques mois en détention. Ils meurent le même jour. La cause de leur décès n'est pas connue. Ces 5 derniers jours, je n'ai pas pu prendre de notes, parce que là où j'étais, on ne devait ni posséder ni tenir un journal. Et encore maintenant, je ne me sens pas en état d'en parler. Entrez. Repos. Sergent Bouffe, j'ai une mission particulièrement importante pour vous. Le sergent Mayer est mort. Vous le connaissiez? Oui, mon capitaine. Un excellent soldat. Il laisse une jeune épouse et 2 orphelins. C'est triste. Et donc... Vous allez le remplacer pendant quelques jours à son poste d'observateur avancé. Le temps que nous trouvions quelqu'un. À vos ordres, mon capitaine. Vous serez au plus près des lignes ennemies. Et c'est de vos observations que dépendra la précision de nos tirs d'obus sur les Russes. Je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Non, mon capitaine, je le sais. Comptez sur moi. Bien. Je vous souhaite bonne chance et tâchez de revenir vivant.
Rompez. Le jour même où j'ai été envoyé sur le front, les Russes ont essayé une fois encore de percer nos lignes. Protégez-vous! Poussez-vous, restez pas dans le passage. Protégez-vous! Sergent Bouff, vous êtes notre nouvel observateur d'artillerie? Oui. Règle numéro 1, ne pas rester dans le passage. Première fois sur le front. Vous avez de la chance, on a réussi à coincer les Russes, on les tient. Suivez-moi. Bande de salauds! Ça bouge à toute heure! Laissez-moi passer! Bon, votre poste d'observation est là-bas. Ça va se calmer et vous pourrez vous positionner, mais surtout pensez à baisser la tête parce qu'ils sont bons tireurs. Allez voir par vous-même, ils sont à moins de 100 mètres. Pas si haut! Prudence! Brancardier! Il y en a un encore en vie! Grièvement blessé! Tant pis pour lui. Quoi? Et tant mieux pour nous. Mais vous n'en voyez pas les brancardiers? Il va crever comme un chien! Vous délirez, Sergent Bouff, on est sur le front de l'Est. Vous allez voir comment ça se passe ici. Voilà comment ça se passe sur le front. Vous avez vu? On a réussi à doubler. Bienvenue en Russie. Pendant ces jours-là, j'ai eu l'impression d'être tombé encore un peu plus bas dans les abysses. Seigneur, aie pitié de nous. Il a vu de ses propres yeux les pires horreurs de la guerre, avec tout ce que ça comporte, les massacres réciproques. Il se disait, quand ce massacre, car c'en était un, va-t-il prendre fin? Au même moment, à 1700 km plus au sud-est, sur les bords de la Volga, Staline a choisi la ville de Samara, qui s'appelait à l'époque Kouibitchev, pour rapatrier l'appareil d'État au cas où Moscou tomberait. C'est ici que Dimitri Shostakovich travaille sur le dernier mouvement de sa symphonie de Leningrad. Malgré les cris des enfants, les aboiements des chiens et tout le reste, il continuait à composer sa musique. Cela ne le gênait pas. Je me souviens que nous avions, mon cousin et moi, une grande carte où nous déplacions des petits drapeaux fixés sur des épingles en fonction des avancées et des replis sur le front russe. Il faut dire qu'il subissait une énorme pression. Et puis, bien sûr, il se faisait beaucoup de soucis. Imaginez l'angoisse d'avoir à quitter sa ville natale et se retrouver à Kouibitchev, qui lui était totalement inconnu. En novembre 1941, les infrastructures publiques cessent de fonctionner à Leningrad. Il n'y a plus de transport en commun, presque plus d'électricité, plus d'eau courante. Les habitants vont chercher l'eau dans le fleuve, la Neva. Le matin, les militaires faisaient un trou dans la glace.
Et après, chacun venait remplir son seau. Mais petit à petit, ce trou, il faisait un froid terrible pendant la guerre. C'est étrange, mais le froid était vraiment terrible. Et peu à peu, le trou devenait plus petit, comme ça. Et il fallait tirer l'eau avec une louche, car les seaux n'y entraient plus. C'était comme ça. Leningrad était incroyablement belle. Tout était couvert de neige. La ville était d'une beauté extraordinaire. J'aime Leningrad à la folie. C'était une très belle ville. Le lac Ladoga, à l'est de la ville, est tellement gelé qu'il peut être traversé en camion. Il constitue le seul axe de communication entre la ville assiégée et le reste du pays. Les évacuations commencent. Dans la propagande soviétique, le lac est appelé la route de la vie. Mais c'est aussi une route de la mort constamment bombardée. Les ravitaillements arrivent par cette voie, mais en trop faible quantité. En novembre 1941, oui, c'est à ce moment-là que nous avons mangé notre chat. Et j'ai vu... Oui, nous avions une vieille tante, une femme de notre famille, et c'est elle qui l'a pendu pour faire couler le sang. Aujourd'hui encore, je vois le chat pendu dans la cuisine, c'est horrible. Horrible. Les rations alimentaires sont réduites à 125 grammes de pain par personne. Une tranche de cendre et de sang, comme disent les habitants de Leningrad. La faim était tenace. Maman, un bout de pain, s'il te plaît. Et elle se débrouillait pour me le donner. Bienheureux les enfants qui ont encore leurs parents. Beaucoup sont seuls. Leur père et leur mère sont morts. Je travaillais dans un orphelinat du matin au soir. Les enfants avaient du mal à marcher. Leurs jambes étaient trop faibles. Ils étaient tellement affamés. Laisse, je m'en occupe. Non, ça va. Va te reposer. Laisse. C'est vrai que j'étais nerveusement et physiquement épuisée, comme l'étaient d'ailleurs nos vivres. Qu'y a-t-il de pire que d'entendre pleurer de jeunes enfants, de les voir souffrir et de ne pas pouvoir vraiment les aider? J'appris malheureusement qu'il y avait encore pire. Voir des personnes mourir. Des personnes dont la vie venait tout juste de commencer. Et ma vie à moi. J'allais bientôt avoir 18 ans. Pourrais-je fêter mon anniversaire ou pas? Cela dépendait d'un morceau de papier. La carte de rationnement. Madame Vassova? Oui. J'arrive.
Vous l'aviez perdu. Merci. Je me souviens. Je sortais de la boulangerie, à la nuit tombante, sur la Mokavaya. Je m'éloignais en serrant dans une main ma carte de rationnement et dans l'autre un pain, quand j'ai senti qu'on me suivait. On allait m'arracher ma carte et je serais perdue. Je me suis mise à courir, mais j'entendais toujours les pas derrière moi. Et soudain, j'ai vu une fissure dans le sol et j'ai compris. J'ai posé un pied sur la glace et j'ai franchi l'obstacle. J'étais sauvée. Et là, j'ai su pour toujours qu'il n'y avait rien de plus terrible que de perdre sa carte. Au comité de la radio, nous recevions des rations supplémentaires. Mais la faim persistait. Et une rumeur circula dans la station. C'est vrai ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est vrai? Que nous venons d'enregistrer notre dernier concert? À présent, même la musique va disparaître de notre ville. Il faut continuer à jouer. Continuer à jouer? 11 musiciens sont morts déjà. Je ne donne pas cher de ceux qui restent. Comment veux-tu que je fasse de la musique? Qu'importe, il faut jouer. Fritz. C'est terminé. Nous n'entendrons plus que le tic-tac du métronome. Et il battra la mesure de notre mort à tous! Chut, arrête. Fais attention à ce que tu dis. Ça n'a plus aucune importance. Mais non, c'est faux. Ne dis pas ça. C'est faux, je te dis. Le métronome comptait-il vraiment nos dernières heures comme Elias Berg le craignait? Ça ne pouvait pas. Ça ne devait pas être vrai. J'ai eu tout à coup une idée. J'ai caché des micros partout dans la pièce et dans les réserves du parti. J'ai pris de la bière et des escalopes pour les servir aux prisonniers de guerre allemands. Fritz, je ne te comprends pas. Et je ne comprends pas non plus que la direction te laisse faire ça. Crois-moi, moi aussi j'aimerais bien manger de la viande. Mais dis-toi bien que cette fois, cette tranche de viande, c'est notre arme. Qu'est-ce que ça veut dire? Messieurs, l'objectif de la manœuvre était de délier leur langue et de faire croire à leurs camarades sur le front qu'à Leningrad, nous avions tout en abondance. Je suis Fritz Fuchs, je viens de Vienne. Certains me connaissent déjà. Trinquons. Vous pouvez vous servir. Allez-y. Voilà l'hospitalité des citoyens de Leningrad, que votre Führer aimerait affamer. Mais ça ne fonctionne pas. Dans 2 semaines, ce sera Noël. Et vous comptez bien rentrer chez vous en vainqueur. C'est ce que votre Führer vous a promis, non? Soldat, qui es-tu? Caporal Jäger? Alors? Qu'en penses-tu? Je crois que votre Führer a vu un peu trop grand, non? Ma mère a pleuré quand je lui ai dit que nous allions nous battre en Russie. Elle disait « Reviens, mon garçon. Reviens. » Ta gueule! J'ai répondu
Maman, nous serons de retour d'ici Noël, mais... La ferme, fils à sa maman. C'est de la trahison. Le Führer et nos camarades vont nous sortir de là, tu entends? Et toi, sale porc de communiste, je viendrai te chercher et je te pendrai à un arbre. Ah! Non! Ne tire pas. Garde tes balles pour les fascistes, qui ont encore une arme à la main. En décembre 1941, le front se fige littéralement aux portes de Leningrad. Les combats s'arrêtent quasiment. Les soldats allemands prennent leur quartier d'hiver. Wolfgang Buff écrit dans son journal: Ce matin, alors que je courais, j'ai vu un vieux Russe donner des coups de hache dans la neige. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Кушать. Кушать. Мясо. Quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous dites? Кушать. Il découpait des morceaux d'un cheval mort. J'ai dessiné le symbole des chrétiens dans la neige. Le poisson. Christos. Ouais. Le Christ. Le Christ. Il ne voyait pas le Russe dangereux, l'Antéchrist, et ne se disait pas qu'il fallait tout détruire. Il voyait l'homme, le frère. Que cela se passe dans notre camp ou dans le leur, ça le touchait autant, parce qu'ils étaient livrés au même destin tragique. Ferme la porte. Hé, regardez ça. Il nous apporte même un sapin. Un vrai sapin de Noël. Il ne manque que les guirlandes et les boules. J'ai une idée, regarde. Nous avons commencé notre petite fête en nous souhaitant un joyeux Noël. Rien de tel pour papoter que des gâteaux allemands et du vin rouge français. L'armée s'était montrée particulièrement généreuse. Chacun de nous avait reçu une bouteille de vin rouge, une bouteille de cognac, 33 centilitres de mousseux et près d'une livre de gâteaux de Noël. C'était au bord de la Baltique, sur la plage. Fais voir. Fille extra. Elle est mignonne. Votre attention, s'il vous plaît. Taisez-vous. Les Russes diffusent encore un En message direct de radio. Leningrad. Écoutez. Nous commençons par nous adresser à tous les soldats de la Wehrmacht. Soldats allemands, te souviens-tu? Que chacun d'entre nous pensait en toute sincérité que la guerre en Russie serait bel et bien terminée d'ici Noël. Pourtant, tu es toujours là. L'armée rouge... Je sais pourquoi elle se bat. L'armée rouge défend sa patrie et son sol. Mais toi, soldat allemand... Pourquoi te bats-tu? Soldat allemand, ne sois plus dupe. Ne te laisse pas... Bernet, l'Allemagne ne réussira pas à gagner cette guerre. L'armée allemande n'est pas assez puissante pour dominer le monde entier. Mais qui la met en veilleuse? Et Leningrad, ce n'est que le début. Arrête ton baratin.
Dans un rapport de l'état-major de l'armée de terre sur la situation dans la ville assiégée, on peut lire « Avec l'hécatombe due à la faim et au froid, on a atteint, selon des références européennes, la limite de ce que des hommes peuvent supporter. » Dans le parc, je m'en souviens très bien. Un homme marchait devant nous. Tout à coup, il s'est... Je me rappelle très bien. Tout à coup, il s'est effondré sur le sol, mort de faim. Maman a pris ma tête et l'a serrée contre elle. Ne regarde pas, ne regarde pas. Je crois que ça, on ne peut pas l'oublier. J'avais un camarade de jeu qui était étendu à côté de moi, près du poêle, et qui est mort de faim. C'était terrible. Que faire? Mon père était mourant, mais on l'avait emmené à l'hôpital. Il allait très mal et il est mort là-bas pendant le siège. Mon grand-père est mort le 21 janvier. Tout ça s'est passé en janvier, le mois le plus terrible. Et j'ai transporté mon grand-père sur une luge d'enfant jusqu'à la morgue de l'hôpital. Je savais qu'à la morgue, il rassemblait les morts et qu'ensuite il les transporterait jusqu'au cimetière. Je l'ai moi-même de mes mains traîné sur une luge. Olga, n'aie pas peur, tu ne risques rien. Il y a des choses auxquelles on n'a pas envie de penser. Durant les premiers mois de l'année 1942, à Leningrad, chaque jour, 9000 personnes meurent de faim et de froid. Je me suis rendu compte que les hommes souffraient beaucoup plus que les femmes. Mon père ne pouvait plus monter les escaliers chez nous. Ma mère devait le soutenir. Il me donnait ses rations de nourriture pour que j'ai plus à manger et que je m'en sorte. Bonjour. Ça va, Fritz? Ma femme faisait bouillir de l'écorce d'arbre. Nous mangions la colle de la couverture des livres. En raison d'œdème de la faim, mes jambes avaient tellement gonflé que je pouvais à peine marcher. Fritz, le médecin est là. Bonjour, Fritz. Faudrait le redresser. Fritz, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais c'est la dernière fois qu'on se voit. Je le regrette infiniment, mais ça ne servira à rien que je revienne.
Je ne peux plus rien pour toi. Non, c'est pas possible. Fritz. Camarade, je vous en supplie. Il n'y a plus rien à faire, c'est vrai. La seule chose qui pourrait vraiment l'aider serait qu'il prenne de la vitamine C, sous forme concentrée et administrée plusieurs fois par jour. Mais où en trouver? Anna remua ciel et terre. Elle harcela la direction du parti. Bien qu'émaciée et sans force, elle se traîna à travers la ville glacée qui semblait avoir perdu toute vitalité. Il y avait une Allemande, une personne seule. Je suis allée chez elle et j'ai vu qu'elle n'était plus en vie. Elle s'était suicidée. Tellement elle avait faim. Fritz. 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 J'en ai trouvé. Tu vas guérir, ça va aller mieux. J'en ai trouvé. Tu vas voir. Pendant ce temps, à Kouibitchev, où Dimitri Shostakovich vit désormais avec sa famille. Le compositeur a atteint son but. Il a achevé sa 7e symphonie, la symphonie de Leningrad. Maxime, aujourd'hui c'est un grand jour. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fini mon travail. Ma symphonie est terminée. Ça a été long, mais je crois que ça en valait la peine. On va pouvoir rentrer à la maison alors? Oui, mon ange, bientôt. J'étais présent à la première de cette symphonie, à Kouibitchev. Je me rappelle que ma mère donnait des bonbons à tout le monde. Elle m'en mettait dans la bouche pour que je ne pleure pas. J'étais très impressionné par cette première partie, l'invasion. Ce terrible mouvement qui s'amplifiait sans cesse, ça me faisait très peur, je m'en souviens. Et je pleurais quand nous sommes rentrés à la maison. Pacha, ma nounou, était une femme très croyante. Elle m'a longuement lu les Écritures. Elle a fait plusieurs fois le signe de croix sur moi pour que je me calme. L'approche des Allemands, c'était si horrible que j'ai encore du mal à en parler. Ça a laissé une telle empreinte sur mon esprit. En mars 1942, j'étais de nouveau sur pied. Je pouvais donc me remettre doucement au travail. Une fois encore, j'avais déjoué la mort. Merci, c'est gentil. 500 000 citoyens de Leningrad n'ont pas eu ma chance. Ils n'ont pas survécu à l'hiver. Mais la ville et ses habitants n'ont pas cessé de se battre. Quand nous allions en ville, nous constations que quelques rues avaient été dégagées pour laisser passer les véhicules. On enlevait quand même quelques cadavres. Ça prenait du temps, mais on le faisait. On sentait que la ville n'était pas morte. Elle résistait comme résiste un être vivant. Est-ce que la vie reprenait vraiment? C'est du moins l'impression qu'on avait.
Le tramway circulait à nouveau. Il faisait plus chaud, les journées s'allongeaient. Nous plantions des légumes partout où nous le pouvions. Je me levais à 6 heures du matin et prenais le tramway. Il fonctionnait à cette époque, depuis la rue Vedenskaya, près de chez nous, jusqu'à la place Kalinine. De là, je marchais jusqu'au jardin potager et j'y travaillais toute la journée. Mes mains étaient entièrement vertes, toutes vertes. Olga, nos premières betteraves. On va s'en sortir, maman, j'en suis sûre, oui. Oui. À la cantine de la radio, j'ai revu Karl Eliasberg. Fritz! Ses yeux brillaient. Tu ne vas jamais me croire. Nous allons enfin pouvoir jouer. Je viens de recevoir la lettre à l'instant. C'est une excellente nouvelle. Écoutez de la musique. Oui, et pas n'importe laquelle. Dimitri Shostakovich a terminé sa nouvelle symphonie et c'est moi, Karl Eliasberg, qui aurai l'honneur d'être le premier à la diriger ici à Leningrad. Bien. Ce sera quand? Quand? Pour l'instant, je n'ai que le début de la partition. Le reste sera acheminé par avion. Oui, c'est ce que m'a promis le parti. Tu vas y arriver. Tu tiens à peine sur tes jambes. Ah, qu'importe, c'est la commande de ma vie. Et puis, à part moi, je ne connais vraiment personne à Leningrad qui puisse diriger une œuvre aussi complexe que celle-ci. De combien de musiciens aurais-tu besoin? Plus de 60. Combien il t'en reste? 13. J'ai peut-être une idée. Camarades, citoyens de Leningrad, si vous savez jouer d'un instrument, faites-le savoir. Et quelle idée! Nos collègues de la radio ont lancé un appel à tous les habitants qui savaient jouer d'un instrument classique afin qu'ils prennent contact avec nous. Moi-même, j'ai fait du porte-à-porte pour trouver des musiciens. Venez. Je suis même allé à l'hôpital où le trompettiste de notre orchestre avait été amené récemment. Excuse-moi, camarade. Je viens voir Yevdet Haïdarov. Je suis désolée, il n'est plus ici. Ah, attendez, c'est très important. Allez voir au sous-sol. Allez voir au sous-sol. Haïdarov à la morgue de l'hôpital. Ça ne pouvait pas être vrai. Haïdarov. Yevdet Haïdarov. Camarades! Haïdarov, réveillez-vous! Haïdarov, j'ai besoin de vous! 100 mètres à gauche. 100 mètres à gauche. L'ambiance est plutôt bonne entre nous. On voit que l'hiver est derrière nous et on va vers le printemps avec de grandes espérances.
Leningrad semble à bout de force. D'après des transfuges, les conditions de vie y sont effroyables. Alors c'est comme ça que le parti pense sauver Leningrad? Avec une bande d'amateurs? S'il te plaît, Karl, vas-y, essaie. Si ma Nadejda ne m'avait pas encouragé, j'aurais peut-être baissé les bras en voyant ces tristes individus. Mais je me suis aperçu qu'ils me regardaient avec des yeux pleins d'attente. Même le brave Haïdarov revenu d'entre les morts. Camarades, je sais que vous avez faim et que vous êtes affaiblis. Mais pour accomplir la mission qui nous a été confiée, nous allons devoir beaucoup travailler. Commençons tout de suite. Respectez le tempo! Ça ne sert à rien. Ça n'est pas possible. Jamais nous ne pourrons jouer cette symphonie dans ces conditions, jamais. Allons, ne sois pas aussi défaitiste, Karl. Essaie au moins, s'il te plaît. Aux portes de la ville, les assiégeants attendent l'effondrement complet de la résistance. Le moment propice pour entrer dans Leningrad sans coup férir. Mais au printemps 1942, Hitler donne de nouveaux ordres. Le siège n'a pas produit totalement l'effet souhaité. Hitler dit alors, cette ville est importante, elle est capitale sur le plan stratégique. C'est comme une écharpe dans la chair de notre front. Nous devons neutraliser ce bastion. Les Allemands mettent en batterie l'artillerie de siège et ils préparent l'assaut de Leningrad qui doit être lancé en septembre 1942. Et chose intéressante, le plan n'a pas changé. On veut conquérir la ville, la neutraliser, mais qu'est-ce que l'on compte faire après? Encore et toujours expulser les habitants, les faire prisonniers, raser la ville. Rien n'a changé dans ce plan radical qui a déjà été annoncé un an plus tôt. Je disposais maintenant d'un orchestre symphonique à peu près complet, du moins numériquement parlant. Mais à quoi cela m'avançait-il? Non, non! Arrêtez! Assez! Non! Non, ça n'est pas bien du tout! Vous faites offense à ce grand compositeur! Oui, oui, la musique est notre arme! Mais votre interprétation à vous doit être sublime! Elle doit être intelligente! Bon, reprenons au même endroit. Il ne m'aimait pas, j'en étais conscient. Mais je n'avais pas le choix. Tout orchestre a besoin de discipline, celui-ci tout particulièrement. Mais dites donc, Nabayev, la répétition a commencé il y a déjà une demi-heure. Excusez-moi, maestro, je suis désolé. Non, je refuse de vous excuser. Où irons-nous si tout le monde fait comme vous? C'est l'heure de la pause de midi. Ah! En ce qui vous concerne, Nabayev, pas de ration supplémentaire aujourd'hui. Non, maestro. Maestro, de grâce, non. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Mais si, j'ai le droit. Et face à une telle négligence, je ne peux agir différemment. Je suis désolé, maestro. Monsieur Eliasberg, ma femme est morte aujourd'hui. Nabayev, croyez-vous être le seul ici à avoir perdu quelqu'un? La mort se niche partout. Et si nous voulons espérer la contrer, nous devons absolument respecter les règles! Tous sans exception! Seules les personnes qui arrivent à l'heure aux répétitions ont droit à une ration supplémentaire. Je regrette, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, Nabayev, vous devrez vous en passer.
Bon, et maintenant, pause déjeuner. Ne sois pas aussi sévère, Karl. Je ne suis pas plus sévère avec eux qu'avec moi-même. Oui, ça je le sais. Seulement si tu continues comme ça, il y aura une révolte au sein de l'orchestre. Et puis tu le vois bien, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas seulement une question de musique. On semble espérer que notre concert aura un effet contre l'envahisseur, et avec eux, je ne vois pas comment ça serait possible. Nous allons passer le restant de nos jours au goulag. Tiens, prends Margulis, notre violoniste Margulis. Il a été convoqué au bureau du commissariat du peuple. Enfin, regarde-le, Nadejda. Depuis, il est... J'ai peur aussi. Nous savons aujourd'hui qu'environ 9500 personnes ont été arrêtées jusqu'à l'automne 1942. Et bien d'autres encore ont été convoqués au quartier général du NKVD, qu'on surnommait la Grande Maison. Là-bas, ils étaient interrogés et souvent contraints de donner des informations sur leurs collègues et leur lieu de travail. C'était une pratique très courante. On a là une situation grotesque où les gens sont dans leurs appartements et meurent de faim. Puis à minuit, ils entendent ces horribles coups à leur porte et sont emmenés en prison, où ils meurent quelques jours plus tôt qu'ils ne seraient morts autrement. Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Ils nous mitraillent comme des fous. Demandons autorisation d'atterrir. Dans la nuit du 1er juillet 1942, 2 hommes en uniforme se tenaient à notre porte. J'étais mort de peur. Je me disais que c'était la fin. Mais les choses se sont passées autrement. Nous sommes allés à l'aérodrome. Ça y est, ils arrivent. Les voilà, les voilà. Camarades! Félicitations, camarades, vous avez réussi. C'est un formidable exploit. Merci. Il s'agit là d'un miracle. Un véritable miracle. Voilà. La partition complète. Il n'appartient plus qu'à vous, camarade Eliasberg, d'accomplir un deuxième miracle. Pour notre patrie. Pour Staline. Bonjour. Bonjour, Nadejda. Ça y est, je l'ai reçue. Elle est là? Oui. Elle vient tout juste d'arriver. Elle a été acheminée dans un avion criblé de balles et qui a réussi l'exploit de se poser. C'est un miracle. Nous sommes censés la jouer dans 6 semaines. Tu vas y arriver. Tu es gentille, mais il faudrait un autre miracle. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. Tu as recréé un orchestre symphonique en prenant de pauvres musiciens amateurs et des militaires. Certes, ce n'est pas la meilleure formation musicale de l'Union soviétique, mais c'est déjà pas mal. Souviens-toi des premières répétitions. Oh. C'est ton orchestre. Oui, mon orchestre. Un orchestre qui me déteste. Mais... Non, je le sais très bien. Cet orchestre me déteste, Nadejda. C'est comme ça. Oh, Karl. Et puis, comment veux-tu que l'on travaille avec une seule partition? Je vais la recopier. Je l'ai déjà fait de nombreuses fois. Pour tout un orchestre? Toi, de ton côté, fais en sorte que tes musiciens soient mieux disposés à ton égard. C'est une chaude journée d'été. Le temps est splendide, le soleil radieux. Nous avons eu l'après-midi de libre pour faire du sport. Nous avons appris qu'à l'Est, la bataille de la poche de Volkov était terminée.
Ainsi, la tentative lancée en février par les Russes de percer nos lignes et de libérer Leningrad a définitivement échoué. C'était une épreuve difficile. Tout était en jeu. Tout. Allais-je trouver le juste ton? Mes chers camarades, mes très chers collègues, je vous demande d'accepter mes excuses. Je me suis emporté lors de la dernière répétition et j'en suis navré. Je tiens à m'en excuser. Yuri, je vous demande de bien vouloir accepter mes excuses. Bien. Nadejda a une surprise pour vous. Voici enfin la partition complète de notre symphonie. Terminons notre travail. Nous avons déjà fait un long chemin ensemble. Alors continuons. Maintenant, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Le 8 août 1942 est un jour que je n'oublierai jamais. J'étais dans les champs pour cueillir des salades quand tante Maroussia est arrivée. Tiens, Olga, j'ai un billet pour toi. Tu vas aller écouter la nouvelle symphonie de Shostakovich. Quand Maroussia m'a dit qu'on sortait le lendemain, et en plus à la Philharmonie, j'ai répondu « je ne peux pas ». Avec mes mains toutes vertes, aller à la Philharmonie, c'était un lieu sacré tout de même. J'y étais allée depuis l'enfance. Ma famille aimait la musique. Bref, j'ai refusé. J'aurais eu trop honte, imaginez un peu, mes mains toutes tachées. Mais Maroussia m'a dit, débrouille-toi pour les nettoyer. J'ai frotté avec ce que j'ai pu, on n'avait rien à cette époque. Il m'aurait fallu du savon et je n'en avais pas. Finalement, j'ai quand même décidé d'y aller. Ils avaient tellement insisté. Comme tout avait changé. Et comme j'avais changé, moi, ma vie, notre vie, depuis notre dernière venue à la Philharmonie. Enfin, nous étions toujours en vie, Zoya, Brianna et moi. Le fait de pouvoir aller à nouveau à la Philharmonie était pour nous un bon signe. Oui, les lustres étaient allumés, c'était très important. Pour nous, tout était très brillant après l'obscurité qui régnait partout. Alors que là... Et puis vous comprenez, la ville était silencieuse. Les avions ne pouvaient pas survoler la ville. Et il n'y avait pas de bombardement. Lorsqu'Eliasberg est arrivé sur scène, il a reçu un accueil chaleureux. C'était, comment dire, c'était une grande joie, une émotion forte. Nous étions donc parvenus jusqu'ici. Ce fut un moment presque irréel. Surtout ne pas flancher maintenant. Notre station a retransmis le concert. On pouvait l'entendre partout dans la ville, dans les appartements, dans les rues, par les grands haut-parleurs, dans les quartiers des prisonniers, et sans doute aussi de l'autre côté du front. Ça paraît incroyable. Vous, les Allemands, vous étiez si proches. Et nous écoutions une symphonie tous ensemble.
Vous comprenez, c'est impossible à expliquer. J'en ai la gorge serrée. Bien sûr, le thème, c'est celui-là. Les voilà qui approchent, mais ils ne nous atteindront pas. Voilà, c'était comme ça, vous comprenez? C'était ce sentiment. C'était évidemment une mise en scène, de la propagande. Mais nous étions touchés malgré tout. La Wehrmacht assiégeait Leningrad depuis presque un an maintenant. En vain. Il n'y avait qu'à voir le visage des prisonniers qui étaient conduits à travers la ville durant ces jours-là. On y lisait la stupéfaction et la peur. Soldats de la Wehrmacht, depuis de nombreux mois, vous souffrez et vous venez mourir aux portes de Leningrad. Mais savez-vous qu'à l'intérieur de la ville, les transports fonctionnent, la vie culturelle est florissante. Leningrad vit, alors jamais, au grand jamais, vous n'arriverez à la prendre. Rendez-vous ou nous vous écraserons jusqu'au dernier. Telle est la volonté des citoyens de Leningrad. La volonté du peuple soviétique, un ordre du camarade Staline. Il faut bien comprendre que la force de la 7e symphonie est dans son caractère prophétique. On avait du mal à croire, à ce moment-là, que cette terrible invasion, tout ce mal, et le déploiement de ce mal déboucherait sur notre victoire. À la fin du concert, une fillette est montée sur la scène et a offert un bouquet de fleurs à Eliasberg. Ce qui m'a frappée, stupéfaite même, c'est qu'en plein blocus de Leningrad, on avait pu trouver de quoi faire un bouquet. Et bien sûr, tout le monde a applaudi. Bravo, tu as réussi. Tu as réussi, tu as accompli le miracle qu'on attendait de toi. C'était supportable, tu veux dire? Karl, tu as permis que nous vivions ce miracle. Mais oui, bien, j'espère que Shostakovich ne nous a pas entendus. C'était affligeant. Il serait certainement très fier de toi. Crois-tu que ça en valait la peine? Tous ceux qui l'ont entendu sont enthousiastes. Je suis si heureuse, Karl. Ensuite, on est rentré à la maison à pied, en passant par les rues de Varsovie, Birgevoy. En traversant les ponts, on sentait que tout était soudain lié à la musique. La ville était étrangement belle, d'une beauté folle. Fin août 1942, devançant un assaut allemand, l'armée rouge lance une nouvelle offensive pour briser le siège. L'opération échoue, mais la Wehrmacht est tellement affaiblie qu'elle n'attaquera plus jamais Leningrad. Qu'ils apportent des munitions à nos troupes! Nous ne pouvons plus tenir nos positions! Les Russes se rapprochent de nos lignes! Attention, baissez-vous! Merde, merde! Grenade! Grenade! Ça y est, il recule! Cette fois, bouffe, on l'a échappé belle.
Il y en a encore un. Quoi? Il y en a encore un, grièvement blessé. Et alors? C'est un être humain. Bouffe, je croyais que c'était bien clair. Je vais le chercher. Vous avez perdu la tête? Vous allez vous faire tirer comme un lapin. On ne peut tomber plus bas que dans la main de Dieu. Ma mère m'a écrit « Mon cher Joachim, quelle triste nouvelle nous devons t'annoncer. Mon garçon, sois fort. Pense aux mots que notre bien-aimé Wolfgang nous lisait. Si je tombe, eh bien je tomberai dans les bras de notre Père céleste. » Revenez tout de suite! Non! C'est un ordre, revenez! Vous! Chier! Quand j'ai appris que mon frère était mort, ça m'a bouleversé, bien sûr. C'était terrible de penser que je ne le reverrai plus jamais. À son anniversaire, par exemple, nous allumons une bougie, aujourd'hui encore. Se souvenir de lui est notre façon de l'aimer. C'est ce que nous pouvons faire encore et ce que nous ressentons aujourd'hui. Un million de personnes meurent à Leningrad. Début 1944, une offensive soviétique sur le front sud permet de lever le blocus. La Wehrmacht doit mettre fin à son siège. Je n'ai jamais oublié ce qu'avait dit mon grand-père, qu'on ne se rendrait pas, que les Allemands n'entreraient jamais dans Leningrad. Et il avait eu raison. Oui. Il a eu bien raison.